Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox-Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité lundi à vendredi entre 19h et 21h. Il y a une semaine, jour pour jour, s'est déclenchée une mutinerie à la prison centrale de Yaoundé. En une seule journée, celle du 22 juillet, nous avons permis de voir l'envers du décor du côté de la prison centrale de Kondengui, entre des détenus exacerbés par les lenteurs et les lourdeurs des procédures, ou encore ceux exprimant leur ras-le-bol quant aux conditions inhumaines de leur incarcération. La mutinerie de la semaine dernière aura permis de se faire une idée du fonctionnement de nos pénitenciers. Il convient tout de même de relever que la gestion de ce soulèvement continue de susciter de nombreuses interrogations. Equinox-Soir, c'est tout à l'heure à 20h la grande édition d'information, suivie quelques instants après du débrief. Mais avant cela, et tout de suite, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Mutinerie à Kondengui, encore des questions sans réponse. Pour en parler ce soir, je suis justement avec des personnes qui ont vécu du côté de Kondengui, des personnes, on va le dire comme ça. Mathias Kameni, bonsoir. Bonsoir, c'est Alain. Voilà, vous sortez de la prison de Kondengui. Oui. Vous êtes entré à Kondengui quand et pourquoi? Vous en êtes sorti quand et pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit? J'ai entré à Kondengui le 13 février 2019. 2019. Oui. Donc, je suis kidnappé ici, à Douala. Et quel jour? Le 28 janvier. Oui. Je suis kidnappé dans un domicile privé et déporté manu militari sur Yaoundé. Ok, on vous libère quand? On nous libère le 11 juillet. 11 juillet. Voilà. On va donc revenir de long en large sur votre séjour, parce qu'il est question de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, la prison centrale de Yaoundé. André-Marie Dibamou, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain Autou et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Equinox Télévision. Voilà, aujourd'hui c'est surtout l'écrivain que je reçois sur ce plateau. Bonsoir. Merci. Beaucoup d'œuvres déjà, André-Marie. Ouais, 6 œuvres déjà dans le compteur et voilà, nous espérons pouvoir multiplier autant que possible par la grâce de Dieu les ouvrages, partager sa connaissance avec les autres, c'est ce qu'il y a de plus important. Ok, bienvenue une fois de plus André-Marie. À côté de vous, une dame. Elle a fait un passage que beaucoup ne sont pas prêts d'oublier. Elle, c'est Maître Charlotte Tchakounté. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Serge Alain. Ah, vous étiez là la semaine dernière, vous revenez aujourd'hui? Oui, si c'est nécessaire, voilà. je ferai l'effort qu'il faut. Merci de m'avoir à nouveau invité. Avocat au barreau du Cameroun, Maître Tchakounté. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et je crois que le Seigneur va encore m'utiliser pour éclairer le public relativement à... c'est le Seigneur qui vous a utilisé la semaine dernière? Bien sûr. Je ne parlerai pas avec autant d'élégance si le Seigneur ne me l'avait pas permis. Ok. Qu'est-ce que je peux faire sans lui? Ok, super. Ok. On va lui rendre grâce. Bien sûr, je le fais toujours. Voilà. Camille Nele, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain Autou, bonsoir aux invités de ce superbe plateau. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs du Cameroun et de l'étranger, parce que je ne vous l'apprends pas, à Serge-Alain Autou. Equinox-Soir est une émission qui est extrêmement suivie, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Et d'ailleurs, sur votre site, les retours vous reviennent et vous indiquent clairement que chaque soir de 19h à 21h, il y en a qui sont carrément scotchés devant leur petit écran pour suivre Equinox. Nous sommes Equinox-Soir qui a la mission surtout d'éclairer les gens. Bon, il est vrai que... De manière quotidienne. Il est vrai qu'il y en a qui mettent beaucoup de passion quand ils se retrouvent sur ce plateau, en oubliant que c'est pas la passion qui est importante pour les Camerounais, mais c'est surtout la compréhension aussi bien du fait du jour que de la conjoncture et de la marche de l'histoire. Donc, merci pour cette invitation supplémentaire. Voilà, Camille Nele, journaliste d'investigation, justement, une thèse selon laquelle les geôliers auraient libéré certains détenus pour mater, on va le dire comme ça, mater
mutinerie de lundi dernier, est-ce que cette thèse est crédible selon vous? Vous savez, quand une situation, une catastrophe se produit, et surtout aujourd'hui avec la prolifération des réseaux sociaux et la multiplication des filières de désinformation et d'intoxication, tout peut être dit et exploiter n'importe comment, surtout qu'il est question aujourd'hui de faire porter une responsabilité entière, totale et même criminelle sur ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a des responsabilités à établir, c'est vrai qu'il y a des choses à comprendre, parce que les questions qui doivent être posées aujourd'hui, les plus importantes, sont les suivantes. Comment en est-on arrivé là? Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que c'était évitable? Est-ce que d'autres mutineries ne vont peut-être pas se produire? Et surtout, bon, maintenant, qui va assumer cela? Qui est responsable? Qui est coupable? Bon, qu'on dise aujourd'hui qu'il y a des gardiens de prison qui auraient ouvert des portes pour permettre à certains autres détenus, ça veut dire qu'on est en train d'établir une complicité active. Les gardiens, c'est donc dire que les gardiens eux-mêmes auraient aidé et participé à la mutinerie, ce qui est impossible et improbable. Moi, je pense qu'il faut regarder froidement ce qui s'est passé à l'intérieur. Il faut analyser les choses telles qu'elles se sont passées et donner la possibilité aux Camerounais de comprendre, pas seulement de s'émouvoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'émotion qui est conjuguée à tous les temps. C'est pourquoi nous revenons là-dessus. La mutinerie a eu lieu la semaine dernière. On a fait 2 émissions. Ça, c'est la 3e sur ce qui s'est passé à la prison centrale de Yaoundé. C'est pour que les gens puissent comprendre. Absolument. On veut comprendre. Tout à fait. Voilà pourquoi je vous demande cette thèse-là. Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce que... Parce qu'on dit de plus en plus, on a parlé d'un condamné qui aurait protégé l'ancien ministre Mbengo. Je dis que tout est dit. Tout a été dit et tout ça. Donc c'est faux, ça? Je ne sais pas, je ne suis pas encore entré là-dedans. Et les personnes qui étaient, seules les personnes qui étaient dedans peuvent dire exactement ce qui s'est passé. Le reste n'est que supputation. Mais cependant, il y a des choses, il y a des faits qui sont indiscutables. Il y a des faits il y a des bureaux de la prison qui ont été brûlés. Il y a la bibliothèque qui a été brûlée. Il y a des mutins qui se sont rués vers d'autres prisonniers. Il y a des prisonniers qui ont été... molestés, qui ont été délestés de leurs choses, qui ont été violentés. Voilà. Et bon, il y en a d'autres aussi. Parce que dans toute cette histoire, on a beau parler des ambazoniens d'un côté, des militants du MRC de l'autre, mais on ne parle pas assez de ces autres francs-tireurs qui, voyant qu'il y a le bruit, il y a déjà le mouvement, ils sont entrés maintenant, ça a été la curée. Mais on ne parle pas de cela. Moi, je pense qu'il faut comprendre, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore vu une mutinerie. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une mutinerie. Qui ne savent pas ce que peut produire une mutinerie dans une prison. Il y en a même qui ne sont jamais entrés dans une prison. Mais il faut entrer dans la prison de Konengi, dans la prison de Newbel, pour comprendre que là-dedans, c'est un véritable enfer. Okay. Donc, tout peut arriver. Et quand ça se déclenche, il est difficile d'arrêter de mettre un terme. C'est pour cela que moi, je pense que les forces du maintien de l'ordre ont fait un travail professionnel extraordinaire. Parce qu'on a vu des mutineries, même aux États-Unis, où il y a eu des morts. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de morts, il y a certainement eu des blessés. Et des blessés même parmi des prisonniers qui n'avaient rien à voir avec la mutinerie. Donc moi, il faut tirer les conséquences et rester froid dans l'analyse. Il ne faut pas seulement chercher le côté sensationnel ou le côté absolument sanglant de l'affaire. Voilà, Maître Tchakounte, les condamnés à mort sont-ils des prisonniers comme les autres? Vous qui côtoyez ce milieu-là, milieu carcéral, est-ce qu'ils sont des prisonniers comme les autres? Ils sont prisonniers, prisonniers, sauf qu'ils ont un régime particulier. Dans le cadre de leur traitement en prison, ils ont... Décrivez-nous un peu, est-ce qu'on peut reconnaître un prisonnier maintenant qu'il n'y a plus d'uniforme? Oui, je crois à l'époque c'était blanc rayé de rouge. Oui, rouge-bleu. Oui, non, bleu, je crois que bleu, c'était les prévenus. Bleu, c'était les prévenus, rouge, c'était pour ceux qui étaient condamnés. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut reconnaître facilement un condamné à mort? Non, on ne peut plus facilement. Pourquoi? Parce que les choses ont évolué. À une époque, quand je commençais, ils se distinguaient par les chaînes qu'ils portaient aux pieds. Et donc maintenant, ils n'ont plus de chaînes? Non. Les lois ont évolué. Ils ne portent plus les chaînes, sauf s'ils sont punis. Quand ils sont sanctionnés, on peut leur mettre les chaînes quand ils développent un caractère dangereux. Oui. On est obligé de les enchaîner pour la sécurité des autres détenus. Alors, ils ont leur quartier à part, on appelle ça quartier des condamnés à mort. Et naturellement, en ce qui concerne, voilà que je connais un peu,
ils ont leur ration à eux là-bas, ils partagent entre eux. Et j'avoue que c'est des gens que moi-même je respecte beaucoup parce que... Il reste des hommes, après tout. Hein. Non, c'est des hommes à part entière. Surtout qu'il y en a qui sont même condamnés à mort injustement parce que les faits ont été mal analysés. Donc, c'est des personnes à part entière. Ok. Voilà. Voilà. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que la notion de condamné à mort au Cameroun aujourd'hui est perçue de manière tout à fait péjorative. Oui. Moi, j'ai connu l'époque où les condamnés à mort étaient enchaînés. Ils avaient surtout à Newbel où ils avaient leur quartier. Ils vivaient là-dedans comme des... Je veux comprendre pourquoi aujourd'hui vous dites que ça a évolué. Non, il y a une évolution puisqu'il n'y a même plus d'exécution. Voilà. Il n'y a plus d'exécution. On va revenir sur ce cas. Vous qui avez assisté, vous connaissez les dernières personnes avoir été exécutées. On va revenir là-dessus. Vous en faites pas, Kaminele. Non, je vais d'abord m'adresser à André-Marie Dibamou parce que ce sera un peu long avec vous. Hein. C'est un peu long avec vous, Mathias Kameni, par rapport à votre séjour à Koné. André-Marie Dibamou, cette situation des condamnés, on parle des condamnés qui se sont retrouvés comme ça dans la cour principale de la prison centrale de Koné. Alors, tout à l'heure, Maître Tchakounte disait qu'ils ont leur local à part. Comment ils se retrouvent donc dans la cour? Très bonne question. Déjà, il faut savoir à quelle heure ils se sont retrouvés dans la cour, parce que tout le monde a le droit à mettre, je parle sous son contrôle, au moins 1 à 2 heures par jour de se retrouver dans la cour principale. Et si c'est des jours de visite... Même les condamnés à mort? Je crois. À ce que je sache, c'est ils sont vraiment sous contrôle. Hein. Voilà. Ils ne bougent je veux pas. dire que si ce sont des jours de visite. Quand ils ont s'il y a des visites, alors il y a un cafouillage total et on peut ne pas contrôler. Donc là, c'était pour répondre à votre question, comment est-ce que des détenus et des prévenus, des condamnés peuvent se retrouver ensemble. C'est le quotidien des détenus, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus qui est condamné à mort, qui ne l'est pas. Voilà. Donc il y a c'est dangereux ce mélange-là. Il y a un melting pot qui peut être assez dangereux lorsqu'il y a des mutineries. Et c'est pourquoi moi je voudrais déjà commencer par dire merci au Seigneur, on en parlait tout à l'heure, parce que c'est la première fois de mémoire de citoyens camerounais que l'on parle de mutinerie de cette envergure. Et pourtant, les problèmes qui sont à l'origine de ces mutineries sont bien lointaines. Elles remontent à des années et des années, peut-être pas à une époque où la prison était bien encadrée, elle n'était pas surpeuplée comme aujourd'hui. Mais depuis 10 ans, depuis 20 ans, la sonnette d'alarme a été tirée sur un certain nombre de comportements, je veux dire que sur la population, la surpopulation carcérale et sur les risques que cela pouvait engendrer. Je me souviens, il y a eu des incendies dans des prisons à un moment donné où des gens ont péri, des inondations dans d'autres prisons. Aujourd'hui, c'est des mutineries. Donc moi, je pense que au lieu de s'attaquer aux causes aujourd'hui, après 3 émissions, c'est allons aux solutions. Parce que les solutions vont nous permettre de prévenir ce type de phénomène. Parce que figurez-vous, des personnes qui n'ont pas déjà la liberté et qui vivent dans des conditions humainement tolérables, à la limite du tolérable, et qui se trouvent encore avec une pression supplémentaire, c'est-à-dire que on menace le peu de vie et d'humanité qui leur reste dans cet enclos, dans ce village fermé où tout peut arriver. Donc, moi, je pense que c'est arrivé déjà ailleurs. On l'a dit aux États-Unis très récemment. Moi, j'ai encore la mémoire des mutineries de Benghazi qui ont débouché 10 ans plus tard sur des revendications sociales incroyables. Parce que le président Kadhafi, en son temps, avait pris une décision qui lui a coûté la vie, parce que c'est ce que les analyses disent aujourd'hui avec du recul. Il avait décidé de mater cette mutinerie d'une certaine façon, et nous savons ce que ça avait engendré. Donc je suis très heureux qu'on n'en parle pas beaucoup, et j'ai hâte que les solutions soient trouvées, déjà les responsabilités établies, au niveau de la prison, parce que c'est le premier niveau de responsabilité. La prison a un règlement intérieur, je crois, et la loi sur l'administration pénitentiaire qui date de 1982. Elle est vieille déjà, cette loi, autant que toutes les autres lois de notre pays, en tout cas les lois, parce que la Constitution elle a évolué. Cette loi, elle n'a pas du tout changé. C'est-à-dire les conditions que vous énumérez ici ne font pas l'objet d'une loi particulière. Il s'agit beaucoup plus
de l'action de l'opposition sociale, c'est-à-dire la société civile, des organisations intergouvernementales, des organisations de défense des droits de l'homme, qui chaque fois tirent la sonnette d'alarme, commettent des rapports pour dire que la situation des détenus doit être améliorée. Et avec ces actions-là, des personnes que au quotidien, aujourd'hui, il y a un semblant de vie dans la prison, à telle enseigne que on peut respirer. Mais aujourd'hui, cette mutinerie vient nous rappeler très vite l'urgence de repenser notre système carcéral. Parce que finalement, tout le monde peut y aller. Puisque vous avez des personnes qui sont dans le gouvernement, vous et moi ici présents, pour à un moment donné nous retrouver là-bas. Mais quel type de prison voulons-nous pour quel type de citoyen? Peut-être que c'est la question fondamentale. On ira regarder la qualité de la citoyenneté ou de la démocratie à la qualité des prisons. Mathias Kameni, on en vient maintenant à vous. Vous allez nous dire, vous avez passé 6 mois, 7 mois, oui, 7 mois, parce que vous êtes sorti justement 11 jours avant la mutinerie. Oui. C'est bien cela? Oui. Il se murmurait déjà quelque chose. Vous avez été surpris par ce qui s'est passé lundi? Non, pas du tout. Ah, il se murmurait déjà ça? Oui, je me rappelle 2 semaines avant, oui, lorsqu'il y avait une incursion des forces de l'ordre, oui. C'est-à-dire qu'ils fouillaient tous les locaux, n'est-ce pas, pour chercher les téléphones portables. On avait évité de justesse ce jour-là, parce que c'est ce jour-là automatiquement que ça allait se passer, oui. Cette mutinerie. Donc, pourquoi déjà ils ne voulaient pas que la fouille se fasse? Bon, il faut le dire qu'ils avaient affaire à des gens qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils sont un peu plus tendres avec des gardiens des prisons avec qui ils partagent leur quotidien. Oui. Mais du coup, quand ils voient des gens qui arrivent comme ça, des gens qui ne les maîtrisent pas, oui. Pour eux, ils sont comme un peu offensifs. Oui. Donc directement... Qui venait faire la fouille? Il y a des éléments de la gendarmerie qui venaient de l'extérieur. Oui. Moi, je ne sais pas d'où ils sortaient. Avec des policiers, tout ça mixte, qui avaient des bateaux. Donc vous dites qu'il n'y a plus de complicité avec les gardiens de prison, mais lorsque il y a ces forces externes-là, entre guillemets, ça devient un peu plus compliqué. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué dans le sens où ils pensent que celui-là ne connaît pas comment il fonctionne et voilà, il y a des choses qui vont toucher que peut-être le gardien. Exactement. Et que peut-être le gardien de prison va avoir une petite compassion pour lui. Voilà, du coup, il se sent même agressé. Ouais. Bon, et du coup, pour lui, il pense qu'il est sur la légitime défense. Donc c'est comme ça que je pense ça aurait dû. Et je vais dire quelque chose qui est extrêmement important. Oui. Et j'ai un camarade qui souffre de ça aujourd'hui, parce qu'il faut le rappeler. Ce jour-là, si ce n'était pas lui. On l'a libéré lui aussi, bien il est encore. Mamadou Mokhtar, je parle de notre vice-président. Oui. Ce jour-là, si ce n'était pas la bravoure de notre vice-président Mamadou Mokhtar, ça dégénérait. Ça va même dégénérer. Donc vous dites que c'est Mamadou Mokhtar qui a calmé les choses lors de la dernière fouille systématique? Bien sûr, puisque quand les prisonniers se sont révoltés, ils étaient prêts à en découdre avec ces éléments de force de l'ordre qui étaient venus de l'extérieur. C'est Mamadou Mokhtar qui les a escortés pour aller les cacher dans son local. Ils étaient au nombre de 15. Ils ont passé plus d'1 heure de temps. Ils voulaient en découdre comment? Ils avaient des armes, les prisonniers? Non, ils n'avaient pas des armes. En fait, ils avaient des armes, des poinceaux, des armes blanches. Voilà, des lames de rasoir, ils appellent ça, on va te lamer, tout ça. Ils ont les thèmes qu'ils utilisent. Et vous pensez que Mamadou Mokhtar, lui seul, il a pris 15 types qu'il est allé mettre dans sa cellule, à lui tout seul? Non, laissez que je vous explique. Ça veut dire, Mamadou Mokhtar, c'était un leader. Il est écouté? Il a été écouté. Mamadou Mokhtar est beaucoup écouté en prison? Bien sûr, c'est justement en très peu de temps comme ça? C'est un leader, il est connu. Oui. C'est pas la première fois qu'il le voit, il le voit à travers des médias comme nous le faisons maintenant. Oui. Donc ils connaissent, n'est-ce pas, la valeur de Mamadou Mokhtar, ils connaissent son charisme. Ils ont obéi. Et c'est grâce à Mamadou Mokhtar que ces forces de l'ordre-là ont été sauvées. Sauvées? Je dis bien sauvées. Puisqu'il y a des morceaux de bois qui balançaient, ça venait de tous les côtés. Et il les a dirigés avec des autres prisonniers. Où était le régisseur dans tout ça? Le régisseur n'était pas là. Ah, il n'était pas là? Le régisseur n'était pas là. La fouille? Il n'était pas là. C'est 1 heure de temps après, quand c'était grave, mais ces gendarmes-là étaient dans le local, au quartier 3, local numéro 1, au quartier 3, là où était bel et bien Mamadou Mokhtar.
C'est 1 heure de temps après que le régisseur arrive. Et Mamadou Mokhtar également va prendre le régisseur. Ils s'en vont tisser une stratégie pour faire sortir ces gendarmes-là. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'est ce jour-là que ça devait dégénérer. Oui. Mais il a su calmer la température. Oui. Et le calme est revenu. Et puis il n'y a pas eu de blessés. Et je veux vous dire que ce jour-là, tous les quartiers étaient également en ébullition. Tous les quartiers étaient en ébullition. Voilà, Kamenele, voilà, Mathias Kameni dit que c'était prêt. Le mouvement du 22 était prévisible. Il était certainement prévisible de toutes les manières. Vous savez que nos prisons aujourd'hui sont constituées des bombes. Ouais. Des bombes à retardement qui peuvent exploser à tout moment. C'est pas seulement parce que y a un problème de fouille. Parce qu'encore que quand on parle de fouille, quand on entend notre copanéliste nous dire que ces gens avaient des couteaux, ils avaient des gourdins, on ne peut pas l'administration pénitentiaire ne peut pas permettre que les gens puissent avoir des couteaux et des gourdins en prison. Alors, il ne faut pas qu'on nous présente. Je dis c'est inadmissible, maître. Et c'est pour ça que ces fouilles sont sanitaires. Dans la mesure où, si entre eux, détenus, il y en a qui sont capables de faire du mal aux autres avec des objets contondants ou avec des objets tranchants, il est tout à fait normal qu'il y ait des fouilles. Moi, je pense que ces fouilles-là, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas nécessaires ou salutaires. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vie en milieu carcéral au Cameroun aujourd'hui, elle est absolument viciée depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, parce que cette surpopulation carcérale, elle date devant 30 ans. Ceux qui sont aux affaires depuis 30 ans auraient dû savoir, auraient dû comprendre que les prisons, aussi bien de Newbel que de Konengi, qui ont été construites dans les années 30, hein, parce que les gens sont toujours dans les approximations, c'est dans les années 30. Les années 30. Au moment où les villes de Douala et Yaoundé n'avaient pas plus de 500 000 habitants. Donc, aujourd'hui, la population a eu le temps de se multiplier par N, et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, quand on envoie des gens en prison, ça fait surpopulation. Mais seulement, quand on regarde le système judiciaire lui-même, qui ne permet pas une sorte qui ne donne pas la possibilité aux prisons d'avoir une vie régulière, dans la mesure où on envoie des gens en prison, on en relaxe d'autres. On peut vous envoyer en prison même pour le vol d'un coq ou bien pour le vol ou pour une filoterie. Défaut de carte d'identité. Pardon? Même pour le faux de carte d'identité. On vous oublie, tu as dit que vous faites 2 ans là-dedans, mais pendant que vous n'avez pas présenté la carte d'identité. Mais pendant que vous êtes là, il y a aussi d'autres personnes qui arrivent et qui attendent de temps en temps. Conséquence, les prisons ne font qu'enfler là-dessus. Si vous avez, maître qui connaît très bien Newbel, quand on ouvre le portail qui ouvre vers la cour, mais vous avez l'impression d'être devant des diablotins. Vous dites que ce n'est pas possible que... Non, c'est les diables, ce ne sont pas des hommes. Pareil pour Konengi. Donc, ce problème-là, il est étonnant que depuis très longtemps, les responsables de l'administration pénitentiaire n'y aient pas pensé. Moi, je me souviens d'un responsable des prisons, M. Pomoni Jean-Marie. Oui, Jean-Marie Pomoni. Oui, qui a été régisseur. Sénateur par la suite. Il est sénateur aujourd'hui, régisseur à la prison centrale de Douala, régisseur à la prison directeur de l'administration pénitentiaire, qui connaissait très bien le problème de la surpopulation carcérale, et je peux vous dire qu'il s'est battu. Il a tout fait pour qu'il y ait une évolution dans non seulement dans la gestion des prisons, et surtout dans la possibilité de pouvoir construire d'autres prisons. Malheureusement, ça n'a pas pu aboutir. Il y a le projet de la construction d'une prison. Est-ce que vous pouvez comparer les deux époques? Vous savez, il y a les prisonniers, entre guillemets, des marchés blanches. Il y a d'autres qui viennent, je ne sais pas si, en Boko Haram, ils sont à Magua. Pomoni n'avait pas ces gens. Non, Pomoni n'avait pas ces gens, mais Pomoni avait des bandits qui étaient arrêtés pour vol aggravé, pour assassinat, pour agression. Mais ils n'étaient pas nombreux comme les militants MRC. Mais est-ce que les militants MRC sont dangereux? On parle de 200 militants? Non, mais on parle de surpopulation. Vous mettez 200 personnes. Dans une prison qui a 4000, c'est une minorité. Ah bon? Mais 200 personnes qui viennent... Mais ça fait 4200. Non, ils viennent même peut-être compléter le 4000, bien, ils viennent compléter les 4200. Mais il y a toujours surpopulation. Oui, mais au départ, c'est pour... On parle de 1500. Oui, mais c'est 1500 lits. Serge Aléonto, je suis en train de dire que le problème de la surpopulation carcérale, quand les prisons étaient sous la responsabilité du ministère de l'administration territoriale, les gens pouvaient se dire que bon, ils n'ont qu'à gérer ça. Mais maintenant que depuis un certain temps, c'est sous l'administration du ministère de la Justice, on devrait comprendre, on devrait s'attendre à ce que aussi bien le garde des Sceaux que la chancellerie et tout le reste veillent un regard
particulier sur la régulation des dossiers, sur l'accélération des procédures et surtout sur le contrôle de l'action publique. Malheureusement, rien n'est fait et on aboutit à cela. Donc la cause, en réalité, lointaine de la mutinerie, c'est la surpopulation carcérale et les lenteurs judiciaires. Les causes immédiates maintenant, bien entendu, c'est la frustration de ces personnes qui sont enfermées depuis 2 ans, 3 ans, qui ne se font toujours pas juger, les autres qui sont victimes et de dilatoires et de tortures diverses. C'est cela les causes directes. Mais comme vous l'avez dit et comme je crois lui-même l'a dit, c'était prévisible. Et ce n'est pas parce que celle-ci est passée que d'autres manifestations ne sont pas prévisibles. Ce n'est pas en enlevant des militants du MRC et de la prison de Koningui que d'autres mutineries ne sont pas possibles. Puisque la ville de Douala elle-même, elle est exposée à toutes sortes de mutineries aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la résolution du problème, ce n'est pas seulement de rechercher des gens qui auraient mené la mutinerie, mais c'est d'abord de comprendre qu'il faut absolument évacuer les prisons. Et moi, je pense que l'une des meilleures stratégies aujourd'hui serait que le président de la République accorde non seulement des remises de peine, des grâces présidentielles, parce que déjà, il n'en a pas fait depuis très longtemps, mais surtout qu'il donne des instructions à ce que une personne qui a fait une personne qui n'a pas été jugée depuis 5 mois, 6 mois, 1 an, qu'on la remette en liberté et qu'elle vienne comparer. Regardez par exemple M. Amadou Vamoulke, l'ex-directeur de la CRTV. Il a déjà fait 4 ans de prison. 18 renvois devant le tribunal, il n'a pas encore été jugé. Vous pensez que c'est express anodin ou bien c'est un système de torture? Il y a plein de gens qui sont dans les prisons. Vous vous souvenez de l'autre qui a fait 10 ans en prison sans avoir jamais été jugé. Donc, le problème des prisons aujourd'hui et les causes, l'une des solutions possibles, c'est d'abord de balayer dans les prisons et de construire rapidement d'autres prisons. Voilà, Maître Tchakounté, c'est ça. Ça passe par, il faut désengorger les prisons, c'est ce qu'on dit. Je suis d'accord qu'il faut désengorger les prisons, mais de quelle manière? Je voudrais commencer par dire à M. Nelly que je ne connais pas que la prison de Nebel. J'ai travaillé à la prison de Banga, j'ai été en Balmayo, j'ai été à Idéa. Partout là-bas, c'est sur aussi. C'est le même phénomène. Même les prisons les plus reculées ont une population largement au-dessus de ce qui est prévu. Et voilà. Donc, pour ce qui est de la complicité entre les gardiens de prison et les détenus, je voudrais aller dans le même sens que M. Kamini pour dire qu'un corps étranger constitue une agression pour les détenus. Parce que je crois pour ma part que bien que ces différents corps soient en tenue, les gardiens de prison ont une formation particulière. Il me souvient, il y a un détenu qui est sorti d'une des prisons. En fait, il avait reçu l'autorisation, il était condamné à mort. Et on a nommé un nouveau régisseur qui était de son village. Il lui a donné la permission de sortir, de faire un tour au quartier dans son village. Après 14 ans sur place, le gars est sorti en 3 jours, monsieur avait violé 17 femmes. Et finalement, les femmes étaient en insécurité, elles ne pouvaient plus aller au champ. Et la police du coin a tout fait pour le maîtriser. Ça n'a pas été possible. La gendarmerie n'a pas pu. On a dû faire appel aux gardiens de prison, de la prison d'où ils sortaient, pour pouvoir le maîtriser. C'est la preuve de ce que ils ont un autre langage qui se passe entre eux. Alors, s'agissant des fouilles systématiques qui ont été réalisées par... vous avez dit que c'était les policiers, les gendarmes? Les gendarmes... Oui, mais ils sortaient d'où? Ils sortaient d'où? Moi, je crois que les tâches sont réparties. Et quand M. Nelly affirme que les gardiens de prison ne peuvent pas permettre que les armes blanches... Les armes entrent par tous les moyens. Sur le plan légal, c'est interdit. Mais il y a des armes qui passent par le Coran. C'est-à-dire qu'on ouvre un Coran, on creuse le milieu et puis on introduit. Si c'est pas le couteau, c'est n'importe quoi, on met là-dedans. Parfois, c'est dans les boules de coquille. Si c'est pas les boules je vais parler de quoi? De couscous. On met là-dedans et on entre avec. Bon. Que mes amis gardiens de prison supportent. Parfois, ça passe par les gardiens. C'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce. Est-ce que c'est admissible? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible? Même pour la sécurité des autres détenus. Ce n'est pas normal. On ne vit pas que du normal. Nous sommes en prison. Je souhaite qu'il soit noté que les armes entrent. Mais et ces armes-là, elles vont servir à quoi? Mais elles servent, monsieur, pour preuve. Regardez ce que ça... Il faut fouiller. Mais ce n'est pas la solution.
La solution, c'est... Non, moi je crois pas. Parce que depuis des années, on fouille. Ça n'a jamais rien changé. Si, on trouve de la drogue. Oui, mais la drogue est régulièrement vendue. J'ai même envie de dire que parfois, elle est réglementée. On sait parfois comment ça entre. Moi, j'ai travaillé avec certains détenus, c'est-à-dire j'ai défendu certains qui avaient pour activité la vente de la drogue. Ah oui, et parfois, il dit même au régisseur, mais tu me dis d'abandonner, je vais faire comment? Le régisseur lui dit, fais autre chose. Il dit, je fais quoi? Ils me font un capital, il n'en a pas et il vit de ça. Moi, je connais des détenus qui payent la scolarité de leurs enfants étant en prison. Ils vendent de la drogue. Avec sous le contrôle du régisseur. Non, je ne le dirai pas. Ça, je ne peux pas l'affirmer. Je parle d'un cas qui est réel. Le régisseur punit un détenu pour vente de drogue. Et le gars me saisit. J'ai dit, toi aussi arrête, non? Il dit, la mère, j'ai dit au régisseur que si je ne vends pas ça, je vais faire comment? Et continue. Il n'a pas autre chose. Je ne peux pas dire que c'est sous le contrôle du régisseur parce que lui aussi, il en souffre. Hein? Quand la prison est empestée par la drogue, lui-même en insécurité. Bien entendu. Alors, donc, notez que ce phénomène est difficile à évacuer. Même leurs conditions de détention peuvent les déterminer à ne vivre que de ça, à passer par tous les moyens. Il y a des particuliers comme moi qui entrent en prison avec les armes blanches et ça leur fait de l'argent. Donc, pour ce qui est du contrôle de l'action publique, comme vous avez dit, moi, c'est vrai, il faut évacuer les prisons, mais il y a également la société qu'il faut préserver contre les malfaiteurs. Oui. Ils constituent des dangers sociaux. On ne va pas ouvrir les portes. Que vous avez évoqué là. Mais oui, voilà justement quelqu'un à qui on donne l'autorisation d'aller juste voir comment se porte le village après 14 ans. Il sort, sa mission consiste à violer. C'est un malade. Est-ce qu'on doit donc le laisser dehors? Il devient un danger social. Donc moi, je suis pour l'évacuation des prisons, mais une évacuation réglementée. Moi, je crois que la meilleure des choses à faire consisterait à contrôler, faire un effort pour ne pas mettre tout le monde en prison. Pour des infractions mineures, on devait, j'ai envie de dire, laisser les gens comparaître libres, mais nombreux sont ceux qui, bénéficiant de cette mesure, ne reviendraient pas et iraient continuer leurs mauvaises actions au quartier. Donc, moi, je crois qu'il est temps pour que le Cameroun élargisse grandement ses prisons, tout en traitant convenablement ceux qui vont y vivre. Ce n'est pas des animaux. Moi, je suis sûre de ce que si les détenus étaient traités comme des êtres humains, il n'y aurait pas eu ce qu'on a vécu là. Il n'y aurait pas eu de mutinerie en prison. Moi, je suis convaincue. André-Marie Dibamou. Alors, je vais commencer mon propos en me permettant de faire, j'en ai pas l'habitude, Maître a dit tout à l'heure, elle a parlé du Coran, donc je voudrais qu'on corrige ça très vite, parce qu'il y a des musulmans... Non, attendez s'il vous plaît, sur mon document c'est mentionné, hein, la Bible, le Coran s'il vous plaît. Voilà. Non, parce qu'en vous limitant au Coran, ça peut choquer. Non, j'ai bien mentionné, vous voyez, j'ai dit qu'ils mettent ça dans la Bible, dans le Coran, dans les boules de coquille et autres, non, j'ai rien contre mes frères. C'est bon, merci. Pour nos téléspectateurs, je peux avoir le droit ou la faiblesse de m'indigner face à cette situation parce qu'elle est rocambolesque. J'ai écouté les témoignages, c'est pratiquement incroyable, insoutenable le rythme de vie. Mais moi, je vais plus aller vers les solutions très vite. Hein. Je pense qu'il faut, Maître l'a dit, nous avons un code pénal qui a institué l'application des peines alternatives, autres que privatrices de liberté, par exemple, pour les infractions. On attend le décret d'application. Donc, je pense que voici l'occasion de faire appliquer ce texte. Ce texte existe, hein? Il existe. Le décret d'application? Mais c'est non, le texte existe. Donc, je pense que c'est l'occasion. Ça, c'est la première solution. La première, ça va permettre de trier, enfin, de sélectionner. Voilà. Et deuxième, il faut surtout l'application de la loi. Je crois que nous sommes toujours dans la loi là, mais cette loi-là, elle est plus importante. La présomption d'innocence. Parce que c'est ça, c'est-à-dire, on est en train de faire le procès, la justice, à peu près. Mais qui sommes-nous? Ils sont dans les domaines, là, au sommet, et ils nous jugent parfois. Mais nous avons la faiblesse de penser que si, par exemple, la présomption d'innocence était la règle, c'est-à-dire la liberté, et que la détention était l'exception, parce qu'aujourd'hui, pour peu que vous soyez blanc ou noir, la justice
Voilà, ça c'est Lamartine qui le disait. Donc vous comprenez que le système judiciaire est prisonnier de ces réalités humaines, de notre existence, de notre condition finalement et de nos faiblesses. Donc aujourd'hui, la détention est la règle. C'est-à-dire que dans votre village, dans votre communauté, quand quelqu'un veut vous montrer qu'il est quelqu'un, comme on dit au quartier, alors il vous amène à la brigade. Et il se rassure que vous y restez pour longtemps. Et plus vous passez du temps là-bas, plus son pouvoir augmente. Et il y en a qui vous disent, je vous promets Kondengui, je vous promets Nebel. Mais c'est ce qui fait qu'ils sont nombreux. Parce que voilà, ils ne sont pas les fruits d'un rejet social réel, mais en fait d'une conspiration qui parfois met la justice en difficulté. C'est pourquoi aujourd'hui, les prévenus sont 2 fois plus nombreux que les condamnés. 10 fois. Alors, j'ai été très modeste, pardonnez-moi. Donc, 10 fois plus nombreux que les prévenus, c'est intolérable, c'est inacceptable. Vous avez le système, elle a parlé de contrôle, mais il y a des mineurs aussi là-bas, maître. Oui, il y a des mineurs. C'est très important. Que dit la loi sur les mineurs? À partir de 14 ans, jusqu'à 18 ans, et puis 21 ans. Alors, il faut qu'on construise des centres correctionnels. À Bétamba, j'en ai entendu parler. Mais écoutez, à Bépanda aussi, c'est prévu. Mais c'est des centres correctionnels pour des personnes qui sont arrêtées pour activités dangereuses, par exemple, maître. Qu'est-ce que quelqu'un qui a un défaut de carte d'identité se retrouve dans un quartier, je ne sais pas moi, surpeuplé de Kosovo, comment... Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est le débrief qui commence, madame, monsieur, toujours en compagnie de André-Marie Dibamo, maître Charlotte Tchakounté, Camille Nélé et Mathias. Ça va, Mathias? Ça va, Serge. Depuis le 11 juillet. Oui. Je suis en forme. Vous êtes en forme? Très bien, je suis en forme, il n'y a pas de problème. Okay. Et toujours prêt à marcher si une nouvelle marche est annoncée. Wow. Parce que je pense que la marche, c'est un droit constitutionnel et personne ne peut m'en empêcher. Donc, voilà, je suis fier d'exercer mon droit. Voilà. Vous êtes prêt à marcher encore? Oui, est-ce que marcher, c'est pas un délit? Tout le monde marche. Et surtout quand c'est pacifique. En fait, c'est l'État qui fait même de l'amalgame sur cette marche. Nous avons vu, ils ont organisé des marches à Bafoussam qu'ils ont encadrées. Pourquoi pas les marches de la Renaissance? Oui, mais on a vu plusieurs marches. Pourquoi pas les marches de la Renaissance? Pourquoi à chaque fois que la Renaissance va organiser une marche, ils appellent ça trouble à l'ordre public? Il faut le rappeler que depuis 1982, où M. Biya a pris le pouvoir, l'opposition n'a jamais eu l'autorisation d'une manifestation publique. Quel est ce genre de gouvernement qui se dit démocrate? Depuis 82, Depuis 1982. Monsieur Biya n'a jamais autorisé une manifestation publique à l'opposition camerounaise. Est-ce que c'est lui? C'est le sous-préfet? Mais il est l'ordonnateur. Il est l'ordonnateur. C'est lui le demande au sous-préfet de ne pas autoriser. Pourquoi il ne sanctionne pas quand il ne fait pas son travail? Ok, on va tourner la page. Hein. Oui, c'était juste pour vous. Depuis le 11, vous êtes là, vous avez retrouvé votre famille, c'est ça? Très bien, Serge. Ok, voilà. Je commence avec vous également. Seydou Bobondio, le président de l'Africa Foot, il dit qu'on se rappelle parce que depuis quelques jours là, on voyait comment la CAN 2021 nous filait une fois de plus entre les doigts. Ça vous a inquiété? Ça vous inquiète? Comment vous accueillez déjà la CAN 2021 au Cameroun? Je prends ça comme la CAN de 2019. C'est-à-dire? Et je pense que si son ami M. Biya l'écoute, il lui dira de faire très attention, d'être très prudent, puisqu'il en est victime. Lui-même, il avait dit que nous serons prêts, nous serons prêts les jours dits. Oui. Mais la CAN est déjà passée, le Cameroun voit ça comme un rêve. Donc, ce que Bobondio a dit, en fait, c'est leur quotidien, ils sont habitués à cela. Et ils utilisent le plus souvent ça pour détourner les Camerounais de leurs vrais problèmes. Vous voyez l'état de l'avancée des travaux. C'est pas possible, monsieur. Dans 2021, c'est pas possible. Il ne faut pas se tromper. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas dit en 2018? Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Avant de nous parler de
2021, est-ce qu'ils nous ont d'abord donné les rapports de 2019? Puisque nous avons réclamé cela. Et nous avons même été brutalisés. Et ceux mêmes qui ont été responsables de ce chaos ont été promus. Non, on a affaire à un gouvernement. En fait, c'est des malhonnêtes qui ne sont même pas sérieux. Non, vous n'allez pas dire ça. Mais je vous dis, c'est de la malhonnêteté, Serge. Quand des gens s'en vont créer un chaos, ils ne sont pas interpellés. Ils sont plutôt promis, c'est de la malhonnêteté. Mais nous qui avons revendiqué pacifiquement, il faut voir comment nous étions traités. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas le moindre compte rendu de ce chaos. Vous pensez que nous allons continuer encore à cautionner cela? Dans cette canne, le Cameroun sort beaucoup de milliards. Ils nous disent où vont ces milliards. Ok. D'abord, André-Marie Djibamou, voilà, le président de l'Africa Foot qui vient rassurer. Hein. Tout à fait. On a douté, hein, parce qu'on voyait l'Algérie, championne en titre, au niveau des infrastructures, peut-être comparable à celle de l'Égypte. Nous sommes encore en chantier. On a bien peur. Hein. Ah, écoutez, la peur de mon côté, c'était avant 2019. Je craignais que l'on ne puisse pas organiser la CAN au regard du retard dans les chantiers. Mais après 2019, je me suis dit, on peut organiser même une Coupe du Monde. Je m'explique. J'ai regardé les stades, je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis à Douala depuis... André-Marie, oui, on peut faire... Vous dites quoi? On peut organiser quoi? Une Coupe du Monde miniaturisée, je ne sais pas moi, mais on a des... Coupe du Monde miniaturisée, c'est-à-dire quoi? Je suis généralement beaucoup plus sérieux. On peut, les stades que nous avons aujourd'hui, on répond à ces normes-là. Je vous dis la vérité, moi j'ai essayé de voir le stade qui est Coupe ici. Coupe du Monde, c'est 32 équipes. Hein. Bon, je veux dire que, bon, peut-être on a combien de stades comme Japon et... Écoutez, vous êtes dans la quantité, moi je parle de la qualité. Je dis la qualité de ces infrastructures. Pour une Coupe d'Afrique, c'est gagné. Et d'ailleurs, il s'annonce une CHAN 2020 déjà pour rôder les automatismes de base. Alors, moi je vais donc conclure parce qu'au risque de me faire interpeller chaque fois sur les détails, mais je vais par exemple conclure en disant sur la question que nous allons organiser la CHAN. Si cela arrivait que nous organisions la CHAN, ce serait pour nous un galop d'essai pour voir si nous pourrions. Et même, nous avons organisé déjà la CAN des femmes. Donc, dans ces stades qui étaient moins que cela, nous avons pu l'organiser. Est-ce que c'était une CAN au rabais? Bon, maintenant, les critiques, on va juger, on va faire le bilan. Je suis d'accord avec M. Kameni et avec les nombreux téléspectateurs qu'il faut peut-être faire un bilan de l'échec. Mais moi, je pense de l'échec de la CAN. Mais je pense que c'est parce que les responsabilités sont collectives et que l'objectif est d'organiser la CAN. Vous comprenez? Lorsque vous remettez un cahier de charge au ministre, vous lui dites « moi, je veux ma CAN ». De toutes les façons, cette CAN, elle doit arriver. Et vous n'allez avoir le repos que lorsque vous m'aurez offert ma CAN. Moi, je ne veux pas me mettre dans la posture du citoyen qui dit « Ok, vous avez pris mon argent pour la première CAN 2019, on passe à autre chose ». Non, ce n'est pas vrai. Je veux ma CAN. Et comme tous les Camerounais, on attend ces CAN. Il y a des investissements qui ont été faits, il y a des réservations qui ont été faites. Des gens sont dans la ruine, vous savez. Des gens ont fait banqueroute parce qu'ils ont investi. Alors, on ne veut pas venir à la télé. Moi, je ne vais pas le faire. Leur dire, écoutez, il n'y aura plus jamais de CAN au pays. Mais je vous dis, on a de très beaux stades. Moi, je les ai visités. Mais maintenant, est-ce que... Mathias n'a pas dit que jamais. Il dit qu'il est un peu sceptique. Oui, il est sceptique. Et en 2021, je suis très optimiste. Voilà. Et je ne suis pas le défenseur de M. Mombondioya, je ne suis pas son communicant. D'ailleurs, il le fait déjà très bien. Donc, moi, je voudrais simplement dire qu'il est dans son rôle. Peut-être qu'il faudrait interpréter sa situation. Ouais. Il est dans son rôle, c'est-à-dire de rassurer les bailleurs de fonds. Ceux qui ont mis de l'argent pour organiser une CAN, c'est de cela qu'il est question. Le bailleur de fonds qui peut être l'État, parce que regardez, c'est pas la FIFA qui construit les stades, c'est pas la CAF qui construit les stades, c'est l'État du Cameroun qui construit les stades. Vous voyez la dimension diplomatique du sport, comment le sport peut partir d'un simple petit jeu pour devenir une affaire d'État. Alors, si au niveau des infrastructures, il y a du retard, au niveau des prestations, il y a eu des mauvais jugements, mais je pense qu'au niveau de la demande dans la population, on veut la CAN. Et notre rôle à la télévision, c'est de rassurer, ce n'est pas d'inquiéter. Parce que si on inquiète davantage, dans une situation qui est déjà totalement, quasiment, globalement inquiétante à
tous les points de vue, vous comprenez que les missions de télévision, les émissions comme celle-ci deviendront de véritables lieux de lamentation et on n'aurait pas envie de vous écouter parce qu'on se dit, mais quel est ce pays-là finalement où tout va mal, où comme Chinua Achebe le disait, le monde à l'envers. Non, je ne pense pas. Il y a certainement des choses à corriger. André-Marie. Mais on peut organiser notre cas. André-Marie, on a rassuré les téléspectateurs avant. Tout à fait, ils sont rassurés. Avant le 30 novembre 2018. Hein. Oui, on a rassuré. On va toujours continuer à rassurer. C'est le rôle de la télévision de rassurer les populations. Mais on ne va pas faire dans la démagogie. Le débat. Il n'y a pas de démagogie. C'est le point de vue de Kameni, vous avez le vôtre. Okay. Totalement, moi je suis d'accord avec lui qu'il y a des choses à corriger. Je ne suis pas contre son point de vue, mais je voulais placer mon point de vue un peu au-dessus en lui disant, oui, il y a ces erreurs, mais quand je demande qu'on répare ces erreurs, je ne demande pas qu'on arrête tout maintenant et qu'on ne fasse pas. Je dis, on avance, l'équilibre dans le mouvement, vous comprenez? On va, la République continue. Notre pays doit continuer de fonctionner autant que ceux qui sont interpellés pour des indélicatesses doivent répondre. Donc moi je suis d'accord avec vous, mais je dis qu'on doit avancer. Ok. Maître Kounté, vous voulez dire un mot sur le football? Non, sur le football? Non, je n'ai pas dit ce que je ne maîtrise pas. Ok. Camille, cette sortie du président de l'Africa Foot, Seydou Mbomodjoua, il est là pour rassurer les Camerounais et tout le monde, tous les bailleurs. Il est dans son rôle. Et il donne de l'espoir aux Camerounais et l'espoir fait vivre. Moi, j'admire le lyrisme de monsieur André-Marie Dibamou, qui a des embrouilles tellement poétiques on aimerait les Merci bien, on aimerait mais vous savez, c'est un compliment. Vous savez, la réalité est tout autre sur le terrain. Les Camerounais veulent leur Coupe d'Afrique. Ils ont perdu la première à cause de ce qu'on nous a présenté comme un glissement. Personne n'a jamais cru à ce glissement. Bon, il ne faudrait pas qu'un autre glissement survienne. Les Camerounais veulent. Les Camerounais, d'ailleurs, vous savez, si les Camerounais avaient eu cette coupe ici chez nous, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Bon, malheureusement, elle leur a filé entre les doigts. Aujourd'hui, une petite chance leur est accordée parce que vous savez très bien qu'en dépit de l'affirmation du président de la République qui avait dit que ça se jouera le jour 10, malheureusement on voit que 5 mois après la coupe on n'est toujours pas prêt, c'est-à-dire que la compétition est déjà terminée. Si elle était arrivée chez nous, bon, mais comme tous les Camerounais, je suis optimiste, je veux bien accompagner le nouveau président de l'Africa Foot dans cet optimisme, et moi je pense que le temps est venu de mettre des bouchées doubles, mais seulement quand on regarde le stade Olembe où on est encore en train de chercher de l'argent, bon, on peut se poser des questions, mais vous savez, je le répète, l'espoir peut faire vivre, on n'a qu'à espérer. Ce qui nous reste, c'est d'espérer. Ok, Maître Charlotte Tchakounté, on revient à la première partie d'Equinox Soir, le fait du jour. Et vous avez dit que les armes blanches rentraient on faisait passer les armes blanches avec le Coran. On ne peut pas vous laisser dire ça. Non, donc, on n'est pas choqué. On a des communautés qui nous regardent. Vous voudriez bien repréciser votre pensée. Oui. Parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. Non, on ne peut pas laisser passer. C'est un lapsus. J'ai commencé à le préciser tout à l'heure avant le journal. Donc, loin de moi l'idée de choquer qui que ce soit. Je respecte tous mes frères musulmans. Je respecte la communauté. Donc, il n'est pas question pour moi de choquer qui que ce soit. La vérité, c'est que j'ai vu une arme blanche entrer par la Bible. On creuse la Bible et on place l'arme dedans. Et ce qui s'est passé en ce qui concerne le Coran, c'était entre deux détenus musulmans. Et il faut dire que ceux qui ne respectent pas Dieu ne respectent pas la Bible. Hein. Donc il n'y a que des faux chrétiens pour faire des pratiques pareilles. Donc loin de moi l'idée de choquer qui que ce soit. Très respectueusement. Voilà. Voilà, merci. Je vais vous lire lorsque notre pays comprendra que le passage en maison d'arrêt crée plus d'obligations à la charge de l'État que l'inverse, une meilleure politique pénale pourra améliorer l'état de nos prisons. Ça, c'est le bâtonnier Charles Tchunga qui le dit. Vous êtes d'accord avec le bâtonnier Tchunga? Je suis totalement d'accord avec lui, d'autant plus que j'ajoute qu'il faut privatiser les prisons. Il faut les privatiser autant qu'on a privatisé les entreprises. Je vous dis qu'il faut les privatiser pour les humaniser. Parce que celui qui privatise les prisons, parce qu'il y a une économie de la prison.
Il y a toute une manufacture économique. Il y a un business derrière la prison. Le business de quoi? Les droits de cellules, le business des matelas, le business des repas, le business des droits locaux, le business du commerce, parce qu'il y a toute une économie là-bas. Donc il faut privatiser cela. On va permettre à Mathias Kameni de nous parler un peu du quotidien en prison. Il a parlé, André Marie parle du business. Comment ça fonctionne? Il y a un business de la misère là-bas. Il faut dire, Serge, que c'est une jungle. Hein? Oui. C'est une jungle, c'est pratiquement une jungle. C'est-à-dire que vous trouvez des gens qui vendent tout. Je dis bien tout. Et tout un commerce à l'intérieur. Vous restez, quelqu'un vient vous proposer n'importe quoi, parfois. N'importe quoi, c'est quoi? Des articles. Des articles, des montres, des chaussures. Volés à l'extérieur et qui se retrouvent. Et parfois même à l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire que vous perdez votre montre à l'extérieur. Il suffit seulement qu'il soutient dans un autre quartier, il revient vous revendre. Tout à fait. Donc tout est là à l'intérieur. On vous propose même des cuillères et des fourchettes. Peut-être qu'il a piqué dans un autre quartier, il vient dire voilà, j'ai une fourchette là. Mais nous ne les condamnons pas, Camille. C'est des prisonniers. Il faut penser la politique au niveau macro. Il faut penser. Et la privatisation est un début de solution. Parce que la prison crée plus d'obligations vis-à-vis de l'État. L'État dépense énormément sur un prisonnier, autant qu'il le dépense sur les étudiants qu'il forme. Regardez la mutinerie qui a causé des innocents. Il y a des personnes qui n'étaient pas concernées par la mutinerie qui se trouvent hospitalisées aujourd'hui. Mais vous savez comment ils sont hospitalisés? C'est parfois à l'intérieur, dans des conditions incroyables. Moi, j'en ai vu, maître, vous qui les côtoyez tous les jours, des personnes victimes de vindictes populaires, massacrées presque à mort, qui sont présentées à un procureur, qui réussit quand même à l'envoyer plutôt en prison plutôt qu'à l'hôpital. Vous savez ça. Ça choque. L'humanité a foutu le camp. C'est pourquoi il faut revenir à l'essentiel. Il faut avoir un peu de compassion pour cette humanité qui est dévoyée comme ça dans les prisons. Mais ça n'a rien prévu par rapport à ça. Mathias, vous permettez à Maître de dire un mot d'abord? Oui, je disais que l'État n'a pas prévu ces mesures-là. Si on transporte quelqu'un devant le procureur de la République, il a commis les faits qui lui sont reprochés, les éléments sont réunis, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans un état. Il est dans un état. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Il y a des malades qui souffrent des escarres, qui se retrouvent à la prison centrale. Et c'est ce qui crée des maladies. Oui, ça crée des maladies, des dangers même pour les autres détenus. On n'y peut rien. Et s'agissant du quotidien des détenus, je dis c'est un calvaire. Dès l'entrée de la prison, les difficultés commencent là parce parfois c'est les gardiens qui commencent à extorquer l'argent que le détenu a. Je le dis parce que je l'ai vécu. Tu dois payer avant d'entrer en prison tout ce que tu as sur toi. Si tu n'es pas accompagné, tu en es privé. Et dès que vous entrez en prison, 20 000. On vous a soutiré 20 000 à l'entrée, juste à l'entrée de la prison. Oui, lorsque nous entrons pour la première fois à la prison, il faut le marquer. C'était le CBDD, l'ancien CBDD qui était là, qui m'avait soutiré 20 000. Non, on ne va pas l'accuser. Mais je dis bien, c'était l'ancien CBDD. Vous n'allez pas l'accuser. Je suis en train de vous dire quelque chose que j'ai été victime. Monsieur Kameni, on est à la télé là. Parce que là, j'avais consigné, j'avais 60 000 sur moi. Mais ce que je peux dire, ce qui s'est passé. Il y avait 60 000 sur moi. Alors, on m'a dit, on n'entre pas à la prison avec de l'argent. Il faut consigner. J'ai donc consigné les 60 000. J'arrive dans la prison. C'est là où le véritable problème commençait. Il fallait que nous soyons mutés dans les quartiers. Et il y avait des droits de mutation. Du coup, je me réfère à l'argent que j'ai consigné. Et là, je n'entre qu'en possession de 40 000. Le droit de mutation, c'est combien? S'élève à combien? En fait, il n'y a pas le droit de mutation. Non, la loi n'a rien prévu. La loi n'a rien prévu. Il me dit non, les 20 000 c'est le droit de mutation, mais c'est quand j'arrive dans le quartier qu'on me fait savoir, d'autres détenus me font savoir qu'on ne paye pas les droits de mutation. Donc le CBDD m'avait estorqué 20 000 francs. Non. Je dis bien l'ancien CBDD, pas l'actuel CBDD. Merci. Non, on va pas la poser. J'en avais réclamé. Voilà. Comme il allait sur ce quotidien encore plus difficile,
détenus. Le quotidien des détenus, c'est l'enfer. C'est l'enfer tout simplement parce que si nous nous mettons aujourd'hui à donner des détails à partir de l'entrée, les droits de cellules, les droits même de coiffure, parce que dès que vous entrez, on n'en sortirait pas. Mais moi, je suis vraiment... les droits de cours. Je suis émerveillé par l'angélisme de monsieur... André-Marie Diban. Qui dit tout simplement que comme on a privatisé des sociétés d'État, il faut privatiser la prison. Vous avez vu l'état de toutes ces sociétés qui ont été privatisées dans ce pays? Vous en connaissez une qui marche? Non, écoutez, la prison, c'est pas une histoire qu'on peut... Et vous connaissez beaucoup de pays où les prisons sont privatisées. Non, moi je pense que la prison aujourd'hui, il faut revoir la prison. Il faut revoir la prison, la replacer dans sa véritable fonction. Mais pour le faire, ça va nous prendre au moins 5 ou 6 ans. On ne va pas faire ça d'un tour de cuillère à peau. Non, c'est pas possible. Je vais vous dire que la prison, il faut un travail, il faut une réflexion, il faut des hommes volontaires, il faut des hommes qui ont l'expérience de la vie carcérale pour que ça change, mais pas des technocrates ou des gars qui vont sortir de l'ENAM ou des écoles de ces états pour venir s'asseoir. Non, il faut des gens qui ont été sur le terrain, qui connaissent la réalité. Avec cela, nous saurons ce que c'est que construire une prison. Une prison doit avoir tel nombre de cellules et les cellules doivent être comme ci, comme ça, les mineurs par là, les malades par là, les femmes par là. Donc c'est tout un travail et on ne peut pas le faire tout simplement en restant assis comme ça, confortablement sur un plateau de télévision. Il faut absolument qu'il y ait une volonté. Et la volonté ne doit pas seulement être la volonté collective, mais une volonté surtout politique. C'est celle-là qui peut faire que ça avance. Politique. Donc, je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Sinon, tant que nous n'aurons pas ces deux volontés, nous serions toujours en train de tourner, de courir dans le sac. En fait, l'État ne devrait pas se payer le nous aurons toujours des tragédies, et peut-être même nous aurons des tragédies supérieures à celles-ci. Parce que je vous assure, et là, je dis que je tire le chapeau aux forces de l'ordre qui ont su mater cette mutinerie. Mais je vous dis, non, quand je dis mater, c'est-à-dire circonscrire. Je dis, bon, c'est vrai, circonscrire, c'est maîtriser. Mais seulement, c'est aussi maîtriser. Mais seulement, je vous dis que peut-être que le pire à venir, tant que des mesures promptes et surtout humaines ne sont pas prises à court terme. Voilà, on parle de l'absence des peines alternatives. À quand le décret d'application? Il appartient aux autorités du gouvernement camerounais de décider. Comme on l'a dit, c'est un problème de décret d'application. Et ce André-Marie pense qu'avec ce qui est arrivé il y a une semaine, on peut... C'est une des solutions envisageables. Oui. C'est une des solutions envisageables. Tout à fait. Moi, je vais surprendre M. Nélé, avec votre permission, M. Séverlandou, en lui disant que il y a des multinationales spécialisées dans la gestion de l'univers carcéral. Ça existe aux États-Unis. Dans quel pays? Aux États-Unis essentiellement. Écoutez, dans quels États? Dans quel État des États-Unis? Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma réflexion. Oui, allez-y. Mais pourquoi vous pensez que parce que ça ne marche pas ici, ça ne marche pas ailleurs? Mais ça marche où? Et que ce qui marche ailleurs ne peut pas marcher ici. Mais ça marche où? Mais parce que vous pensez que les politiques, on va aller chercher la volonté. Vous la voyez où, la volonté? Vous allez la chercher dans... Les États-Unis contiennent les pires prisons du monde. Les pires. Et ce système judiciaire a réglé la question. Notamment en privatisant les prisons, c'est les plus dangereuses, monsieur. Lesquelles? Gérées par, écoutez, mais citez-les. Écoutez, elles existent. Où? Elles existent aux États-Unis. Bon, je ne reviendrai pas dans ce débat. Ce que je veux dire, essentiel, et c'est ça qui est important, on n'avait pas perturbé mon temps de parole, c'est une digression inutile, c'est que on peut régler la question en humanisant les prisons davantage, en les rentabilisant. Ça veut dire que les sous qu'il est en train de citer, que mon cher copanéliste a énuméré, c'est des sous qui vont dans la corruption, mais qui ne servent pas l'intérêt de l'univers carcéral. Mais si une société qui gère les prisons décide d'améliorer les conditions, c'est pour le bonheur de tout le monde. C'est pas que pour un prisonnier ou pour un autre. Et ce sera à la charge de qui mais à la charge du privé. Et qui supporte les prisons? Si vous voulez aller à la prison de Kondengui, c'est que vous avez les moyens d'y aller, alors vous allez dans cette prison. Mais il ne faut pas que dans la même prison, au sein de la même prison, vous ayez des Tanga Nord et des Tanga Sud qui créent cette frustration et qui créent des... Merci André-Marie Dibamou. Kabinele, la peine de mort, ça fait plus de 30 ans. Oui, ça fait exactement. Plus appliquée. Ça fait 32 ans qu'elle n'est plus appliquée au Cameroun. Parce que oui, la dernière en date, c'était le 28 août 1987. Il s'agissait de Njomze Oumbe,
les deux assassins de la famille Mpondo, deux Bonabéry. garçons à Bonabéry qui, le 5 juin 1979, avaient tué un homme, une femme et son enfant, qui les avaient enterrés dans leur cour arrière. Il y a eu une longue procédure. Ils ont été exécutés, justement. Monsieur Pongmoni était régisseur à la prison de Douala à cette époque-là. Le gouverneur, c'était monsieur Luc Loué, le commandant du GMI, c'était le commissaire principal PP. C'est tout ce monde-là qui avait officié à cette exécution publique. Depuis ce jour-là, il n'y a plus d'exécution. Mais seulement depuis ce moment-là, je peux vous dire qu'il y a eu plein de condamnations à mort qui ont été prononcées, mais jamais n'ont été exécutées. Et c'est pour ça que parfois, quand j'entends les gens se dire que oui, si quelqu'un traduit un tribunal militaire, il va être condamné à mort. Il y a plein de condamnés à mort. Mais je peux vous dire qu'il y a plein de condamnés à mort dans les prisons, mais sur lesquels on n'a pas... Mais la peine n'est pas exécutée. Elle n'exécute pas. Le Cameroun ne l'applique plus depuis effectivement 32 ans. Donc moi je pense que... Mais ça doit même sortir des textes. Le Cameroun reste l'un des rares pays à avoir à maintenir dans le texte, mais qui ne l'applique pas. Il ne l'applique pas, je pense, pour des raisons bien entendu humanitaires et du fait que il y a une volonté politique pour cela, mais cela ne veut pas dire que les personnes qui sont frappées, qui sont condamnées à mort sont des anges ou bien sont victimes d'une injustice. Ce sont nos textes. C'est en fonction de nos lois, de nos textes, des dispositions qui sont là. Notamment toutes ces personnes qui passent devant le tribunal militaire, qui sont condamnées à mort, c'est généralement des gens qui ont été pris dans le cadre des infractions. Mais il n'y a pas que le tribunal militaire qui... Non, je parle du tribunal militaire surtout qui prononce des peines de mort contre des civils sur des cas d'infraction sur les armes à feu. Okay. Mais les tribunaux de grande instance prononcent des peines de mort régulièrement. Voilà. Ok. Bonsoir, Eric Martial Diomon, c'est pour 100% football. Oui. Bonsoir Eric. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les invités, bonsoir à tous les spectateurs. Voilà, dans un instant 100% football, on peut avoir les grandes articulations, Eric Martial. Voilà, les grandes articulations, on reviendra amplement sur cette polémique qui enfle et qui suscite des réactions. Il s'agit donc de cette sortie du ministre de la Jeunesse et des Sports de l'Algérie qui a fait savoir que l'Algérie se préparait à organiser le CHAN de la Coupe d'Afrique des Nations, deux compétitions attribuées au Cameroun par la Confédération africaine de football et selon certaines instructions du côté de l'Algérie. Cette sortie du ministre algérien s'appuie tout simplement sur un certain nombre d'observations faites sur le niveau d'avancement des travaux au Cameroun. À nouveau, le Cameroun est sur la sellette au niveau de son incapacité ou non à tenir ses engagements pour l'organisation de ces deux grandes compétitions attendues. Organisé sinon par la Confédération africaine de football. On en parle ce soir, tout comme nous reviendrons sur la préparation des équipes camerounaises dans les compétitions africaines. Et l'heure est, malheureusement, pour le constater, au changement, au réaménagement sur les bancs de touche à peine 10 jours de cette campagne africaine. UMS de l'eau et Stade Renard de Lyon. On a décidé que dans ces deux compétitions qui représentent le Cameroun en Champions League africaine. UMS de Louvre qui vient de s'attacher des services de Charlemagne Bangor. Et du côté du Stade Renard de Lyon, on annonce aussi l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Que peut-il véritablement, à quelques jours seulement du début de ces compétitions, tentative de réponse ce soir dans le cadre de cette émission. Et puis, on établira des perspectives à la Coupe du Monde Qatar 2022, la Confédération africaine de football qui a effectué le tirage au sort pour la phase éliminatoire dans la zone Afrique, qui sont les équipes donc équipes constituées ce soir dans le cadre de 100% foot. Voilà les détails dans un instant. 100% football avec Eric Martial Diomon après Equinox Soir. Bon, rapidement, quelques minutes, quelques secondes, je vais dire comme ça, le quotidien. Vous voulez dire quelque chose sur le quotidien, mais on est en train de sortir. Oui, nous sommes en train de sortir. Je disais que notre frère Kameni n'a pas été très précis relativement au quotidien, parce qu'à ma connaissance, la torture du détenu commence à l'entrée. Naturellement, par l'extorsion de tout ce qu'il peut avoir comme argent. Et lorsqu'il rentre à l'intérieur, on l'affecte dans la cellule, la première cellule,
qui est vraiment du brou, c'est du n'importe quoi. Et là-dedans, quand on t'accueille, tu as des droits à payer. Le chef de cette cellule mérite de recevoir de toi une certaine somme d'argent. Et c'est connu des autorités. Et quand tu n'en as pas... À peu près combien? Non, ça dépend. Tout dépend de ta tête. Tu parles de Magic Pot. Et quand tu n'as pas cette somme d'argent, tu n'as pas le montant exigé, tu vas d'abord faire la vidange. La vidange des toilettes avec les mains sans gants. Pendant 3 mois. Bon, le délai, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas affirmer que c'est pendant 3 mois. Vous n'êtes pas passé par là, Kamani? Non, mais il avait la zone. Il a eu de quoi payer. 40 000 francs. Il a eu de quoi payer. Vous ne pouvez pas passer par là, vous payez le prix. Oui, il faut payer. Oui, Et lorsqu'on a payé... Mais quand Maître parle de vidange, elle ne dit pas que dans la cellule, il y a un pot de peinture. C'est dans ce pot que tous les prisonniers défèquent la nuit et on appelle ça le Magic Pot. Et si vous ne payez pas, vous portez ça le matin pour aller vidanger. C'est ça qu'elle appelle la vidange. Non, c'est pas ça la vidange. Il y a les toilettes en prison, il y a les fosses. Mais la nuit? Non, pas la nuit, en journée. Oui. La vidange se fait généralement par les détenus avec les mains. Je vous dis ce que j'ai vécu. Donc, de temps en temps, les services de vidange viennent, mais comme ils sont nombreux, il faut assez d'argent pour faire la vidange tout le temps. Donc, quand c'est plein et qu'il n'y a pas d'argent, les prisonniers s'en occupent. Je vous ai fait part du cas d'un détenu à la prison de... je préfère taire le nom, qui est venu pendant que nous étions là, nous tendre ses 2 mains, disant, regardez mes mains, je sais que j'ai failli, j'ai violé la loi de la République, mais on ne m'a pas envoyé en prison pour mourir. Voilà mes 2 mains couvertes de gales. Est-ce que c'est pour ça que je suis en prison? Donc c'est fréquent. Ça se passe dans la plupart des prisons. Alors quand vous avez pu faire ça, on vous impose les droits de mandat. Le mandat, c'est la couchette, l'endroit où vous allez vous coucher, le petit box, et tout dépend, c'est niveau par niveau. Quand vous avez fini avec les droits de mandat, il y a une triste télé quelque part. Vous payez les droits de télé et autres. Ok, voilà. merci beaucoup. Merci Mathias Kamani. Moi, je voulais dire que malheureusement, nous sommes arrivés au terme. Oui, quelques secondes. Oui, je ne pouvais pas quitter ce plateau, n'est-ce pas, sans avoir une pensée pour le président élu, qui reste jusqu'ici incarcéré injustement, et des compatriotes qui sont torturés au 7. Voilà, merci. J'ai une pensée pour tous ces gens-là. André-Marie Dibamou. Merci Maître Tchakounte. Merci à vous également, Kaminele. Le plaisir a été pour moi. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine. Et qu'il en soit, rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Minta.